Au cœur même de l'Afrique palpitante se trouve un royaume qui défie toute mesure simple. Ce n'est ni un pays, ni une frontière, ni une simple jungle. C'est un organisme. Un océan vert si vaste qu'il crée son propre climat, comme s'il respirait par lui-même. Un empire d'arbres, d'eau et d'ombre qui s'étend sur plusieurs nations, préservant silencieusement un élément essentiel de l'équilibre de la planète. Le bassin du Congo. Ici, l'air est lourd. L'humidité s'accroche à la peau comme une seconde peau. La lumière ne tombe pas, elle filtre. Elle arrive par fragments, comme si la forêt choisissait ce qu'elle dévoile et ce qu'elle cache. Et sous cette canopée infinie, la vie ne se contente pas d'exister. Elle rivalise, conspire, s'adapte et parfois disparaît sans laisser de traces. Cette forêt n'est pas un décor de théâtre. C'est un laboratoire ancien. Elle est traversée par une artère sans pareille. Un fleuve colossal, sombre et puissant, capable de bouleverser l'histoire d'une espèce sans même la toucher. Un fleuve qui ne transporte pas seulement de l'eau, il transporte le destin. Ses courants ont séparé des lignées, isolé des populations et orienté l'évolution sur des voies différentes pendant des millénaires. Le grand fleuve Congo. Ce n'est pas une ligne sur une carte, c'est une frontière biologique, un mur liquide qui a séparé des mondes entiers. Au nord et au sud, des créatures très semblables ont suivi des chemins différents, comme si la planète avait écrit deux versions alternatives d'une même histoire. Et au cœur de cette histoire se trouvent eux, les grands singes, les doux géants, les intelligences ancestrales, des êtres dotés d'émotions, de hiérarchie, de mémoire, de stratégie et de peur. Ici, la force seule ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être rapide. Pour survivre au Congo, il faut maîtriser un langage invisible, celui des sons étouffés, des arômes suspendus dans l'humidité, des signaux cachés qui circulent entre les feuilles et les branches. Bienvenue au Congo. Une longue expédition, dense, pleine de révélations qui ne seront pas toujours confortables. Dans cette forêt, le mot « gorille » ne désigne pas un seul animal. Il désigne plusieurs formes d'excellence, plusieurs réponses évolutives à un environnement qui exige une spécialisation. Il y a des gorilles faits pour les marécages et les clairières inondées, des gorilles adaptés à la végétation fibreuse du sol, des gorilles adaptés au froid et au brouillard des hautes altitudes. Ils sont liés, mais ils ne sont pas identiques, et chacune représente une manière différente de conquérir le même empire vert. Dans la vaste étendue occidentale du bassin, là où les forêts cèdent la place aux marécages et où le sol se transforme en une étendue sombre et humide, le gorille des plaines de l'Ouest prospère. Il vit parmi les clairières inondées et les zones où la forêt s'ouvre juste assez pour que la lumière du soleil atteigne le sol et que la végétation s'épanouisse. Malgré sa taille imposante, ce gorille conserve une agilité surprenante. Un mâle adulte, un dos argenté en pleine floraison peut sembler une masse musculaire colossale. Et pourtant, il se déplace avec précaution entre les troncs d'arbres, les racines glissantes et la végétation dense, comme s'il connaissait chaque recoin de ce labyrinthe. Sa vie est dominée par une seule obsession, les fruits. Dans la jungle, les fruits ne sont pas une ressource fiable. Ils n'apparaissent pas quand on le souhaite, mais quand la forêt en décide ainsi. Certains arbres portent des fruits de façon imprévisible, et cette incertitude oblige les gorilles à parcourir de vastes territoires. Ce ne sont pas des nomades errants, ce sont de véritables cartographes de la nature. Ils mémorisent les itinéraires, les saisons, les zones d'abondance et les zones de pénurie. La jungle est leur carte, mais aussi leur piège, car chaque mouvement augmente le risque. Cependant, le gorille ne se nourrit pas uniquement de sucreries. Dans les clairières inondées, il découvre des plantes aquatiques riches en minéraux. Ce détail est crucial, car cet apport minéral peut déterminer la santé du groupe, influençant la fertilité, la croissance et la résistance des individus. L'alimentation est source d'énergie, mais elle est aussi une question de chimie. Et la chimie détermine le destin. Le chef du groupe ne règne pas par ses cris incessants, il règne par sa présence. Le dos argenté est un stratège patient. Son corps imposant n'est pas qu'une force brute, c'est un message. Et son geste le plus célèbre, le coup sur la poitrine, n'est pas un simple acte d'agression comme beaucoup l'imaginent. C'est de la communication, un tambour de chair et de sang. Le son se propage sur des kilomètres de végétation.
C'est un signal acoustique complexe. Il indique « ce territoire a un propriétaire ». Il indique « ce groupe est uni ». Il indique « voici un mâle dominant », mais aussi une famille qui reste soudée même lorsqu'elle se disperse pour se nourrir. Mais si l'on se déplace vers l'est, la forêt change de visage. Le terrain commence à s'élever. La production de fruits devient moins prévisible dans certaines zones, la végétation au sol prend le dessus et la stratégie de survie se transforme. Voici un géant encore plus corpulent, le gorille de Grauer, également connu sous le nom de gorille des plaines orientales. Ce n'est pas seulement grand, c'est colossal. C'est le plus grand primate vivant de la planète. Une masse conçue pour ingérer des quantités apparemment impossibles de végétation fibreuse. Leur vie ne tourne pas autour de la recherche de fruits comme d'un trésor capricieux. Leur vie est nourrie par l'abondance du sol, feuilles, tiges, écorces, moelles de bambou, matériaux durs, résistants, faible récompense énergétique pour la plupart des animaux. Mais pas pour lui. Son système digestif est une véritable usine, une chambre biologique conçue pour extraire le maximum à partir du minimum. Sa taille n'est pas un luxe, mais un outil. Elle lui permet de se nourrir pendant des heures, de se déplacer calmement et de transformer ce qui, pour d'autres, seraient des déchets végétaux en une énergie vitale. Et c'est précisément à cause de sa taille que son mode de vie est beaucoup plus terrestre. Grimper aux arbres devient souvent inefficace. Non pas qu'il en soit incapable, mais ce n'est pas dans son intérêt. La gravité règne sur son monde et il l'a accepté. Leurs groupes sont généralement importants et soudés. L'autorité du mâle dominant est absolue, mais il a rarement besoin d'être brutal. Leur pouvoir ne repose pas sur une violence constante, mais sur la stabilité. Dans un écosystème où l'énergie peut être gérée plus efficacement, les conflits sont coûteux. La paix est une stratégie. Et puis, encore plus haut, au-delà de la forêt tropicale, le monde change à nouveau. Les monts Virunga se dressent comme une muraille. Le brouillard enveloppe la végétation. L'air se rafraîchit. La vie ralentit, s'alourdit. Ici, à plus de 3000 mètres d'altitude, se niche un domaine isolé, le gorille de montagne. Ce gorille semble être fait d'une autre étoffe. Sa fourrure est plus longue et plus dense. Ce n'est pas pour l'esthétique, c'est pour survivre. Le froid est impitoyable. Et à ces altitudes, les fruits sont presque inexistants. Ici, point de douceur facile. Il y a des fibres, il y a des tiges, il y a des feuilles, il y a la moelle des plantes, un festin constant de ressources robustes. Manger n'est pas un instant, c'est un travail. Ces gorilles passent une grande partie de la journée à se nourrir. L'énergie est précieuse. Mais dans cette rudesse, la montagne forge quelque chose d'exceptionnel, des liens sociaux plus forts. Les groupes sont d'une tolérance remarquable. Le dos argenté n'est pas obsédé par la surveillance des frontières comme un tyran territorial. Ici, il devient un patriarche, la figure centrale d'un clan soudé, où les jeunes jouent avec une liberté surprenante sous le regard attentif de ces géants qui, malgré leur puissance, conservent un calme presque humain. C'est un contraste saisissant. Des géants nés dans le froid qui apprennent à survivre non seulement par la force, mais aussi par la cohésion. Mais le Congo ne permet jamais à une histoire de rester simplement silencieuse. La sérénité de la forêt est trompeuse. À l'ombre d'arbres centenaires, où la lumière se réduit à une lueur crépusculaire verdâtre, se fait sentir une autre présence. Une menace silencieuse qui partage le même territoire que ces grands singes. Un prédateur qui ne leur dispute ni les fruits ni les feuilles. Il entre en compétition pour la viande. Et son existence est définie par l'embuscade. Nous ne le voyons pas encore. Nous en pressentons seulement la possibilité. Au Congo, le danger se manifeste rarement clairement. Il s'insinue, il se cache, il agit en silence. Et puis nous nous souvenons de la grande séparation, le fleuve. Cette frontière liquide qui a divisé les histoires évolutives en deux. Au sud du Congo, les profondeurs de la jungle recèlent un secret qui n'existe pas au nord. Un proche parent, une intelligence différente, un monde social qui semble contredire la logique brutale de la survie. Le bonobo vit ici, parfois appelé chimpanzé pygmée, bien que cette appellation soit réductrice.
Le bonobo est élancé avec de longs membres et se déplace avec fluidité dans la haute canopée. Son visage sombre est encadré de touffes de poils qui se séparent au sommet de la tête et son regard, lorsqu'il croise le nôtre, suscite un sentiment troublant, la reconnaissance. Comme si la forêt nous renvoyait l'image d'un miroir, le bonobo se nourrit principalement de fruits, mais il n'est pas qu'un simple cueilleur. Omnivore, il complète son alimentation avec des feuilles, des herbes et, occasionnellement, de petits animaux. Ce n'est pas un prédateur féroce comme le chimpanzé dans certaines régions, mais il n'est pas pour autant innocent. Dans la jungle, personne ne l'est. La différence réside dans la manière dont il gère les conflits. Et là, le bonobo enfreint toutes les règles que l'on imagine habituellement pour les grands singes. Leur société est gouvernée par les femmes. Bien que les hommes soient individuellement plus grands et plus forts, les femmes nouent des alliances étroites et durables, de véritables coalitions qui fonctionnent comme une structure politique. Mère, sœur, fille. La solidarité se mue en pouvoir. Elle contrôle les meilleures ressources, donne le ton à la société. Et la position d'un homme dépend largement du rang de sa mère. C'est un lien qui dure toute une vie. Dans le monde des bonobos, la force ne suffit pas. Le réseau est important. La diplomatie est importante. Et cette diplomatie prend des formes surprenantes. Au lieu de dégénérer en violence mortelle, comme c'est le cas chez d'autres primates, les bonobos utilisent des comportements sociaux intimes comme outil de cohésion et de résolution des tensions. Il ne s'agit pas d'un scandale ni d'une caricature de l'humain. C'est de la biologie sociale. Un mécanisme permettant de désamorcer les conflits, de réduire l'agressivité et de maintenir la stabilité du tissu social. Dans leur monde, la guerre se dissout avant même de naître. Leurs vocalises emplissent la forêt, des sons aigus, des cris rapides, une communication constante qui révèle une société en quête de lien social. Moins tonitruantes que les coups portés à la poitrine par le gorille, elles n'en sont pas moins fréquentes, plus nerveuses, comme une trame de voix soutenant une structure invisible. Et pourtant, cette utopie n'existe que de ce côté-ci du fleuve. Car si nous passons au nord, nous entrons dans un univers parallèle. Au nord du Congo, la forêt semble semblable, jusqu'à ce qu'on en comprenne les règles. C'est là que vit le chimpanzé oriental, un autre proche parent, un autre reflet de lui-même, mais dont la société est façonnée par des pressions différentes. La structure sociale du chimpanzé est marquée par des jeux de pouvoir entre mâles, des alliances fragiles, la compétition et la vigilance territoriale. Leur groupe peut être immense, mais on le voit rarement au complet. Ils vivent selon un système de fission-fusion. Ils se séparent et se réunissent, se fragmentant en factions, patrouilles, sous-groupes, mères et petits et mâles nomades. Les fruits restent essentiels, mais la compétition pour s'en procurer est plus féroce. Et le pouvoir se construit sur cette concurrence. Ici, le mâle alpha n'est pas seulement le plus fort, il est aussi le plus stratège, celui qui intimide par son intelligence, celui qui forme des coalitions, celui qui sait qui soutenir et quand trahir. Les mâles prennent soin d'eux pour renforcer les liens qui seront essentiels lors des conflits, car le conflit éclate bel et bien. Les chimpanzés sont territoriaux, et lorsqu'ils patrouillent, ce n'est pas pour observer, mais pour affirmer leur dominance. S'ils rencontrent des rivaux, la violence peut être brutale, organisée et mortelle. Au Congo, des guerres miniatures se déroulent sous les branches silencieuses, loin de toute caméra. Leur agressivité se manifeste également lors de la chasse. Les chimpanzés sont capables d'organiser des groupes coopératifs, répartissant les rôles entre les chasseurs pour poursuivre, bloquer et tendre des embuscades afin de capturer des proies arboricoles. De plus, ils sont habiles dans la fabrication d'outils. Ils préparent des tiges, modifient des objets et transmettent ces techniques de mère en petite. Ce n'est pas un pur instinct, c'est de l'apprentissage, c'est une tradition. Tandis que ces sociétés complexes évoluent parmi des racines géantes, le sol forestier révèle une autre force, une autre forme de pouvoir. Soudain, un éclair de couleur perce l'obscurité, un masque impossible, un visage comme peint par un artiste en proie au délire. Le mandrill. Ce n'est pas un singe, c'est le plus grand et le plus lourd singe de la planète. Et sa présence ne repose pas uniquement sur sa taille, mais aussi sur le langage du statut social. Le mâle dominant offre un spectacle haut en couleurs, bleus électriques, rouges éclatants, jaunes dorés.
Mais il ne s'agit pas d'un simple ornement. C'est biologique. C'est une manifestation hormonale qui clame haut et fort sa puissance, sa hiérarchie et son succès reproductif. Cependant, le mandrill n'est pas dominé par un seul mâle, dominé par le nombre. Leurs troupes peuvent compter des centaines d'individus. Une marée de corps avançant à travers la forêt comme un seul organisme, remuant la litière de feuilles, ramassant les fruits tombés, les racines, les graines, les insectes. Ils constituent une force écologique mobile, un tourbillon de sons et de mouvements qui perturbe tout sur son passage. Et quand une telle masse se déplace, la forêt écoute, la jungle est toujours à l'écoute. À ce stade, notre expédition commence tout juste à ouvrir la porte. Nous avons vu comment le Congo forge différents géants, comment un fleuve divise les destins et comment des sociétés proches de la nôtre ont choisi des voies opposées. La diplomatie matriarcale des bonobos, la politique tendue des chimpanzés, la puissance massive des mandrilles. Mais ce royaume recèle encore son chapitre le plus sombre, car au-delà de l'intelligence, il y a l'absence. Au-delà du pouvoir, il y a la chute. Et au-delà de la jungle, la savane voisine raconte une histoire douloureuse, une histoire de silence. Le Congo n'est pas une masse uniforme, ce n'est pas une jungle éternelle qui s'étend indéfiniment. C'est une mosaïque vivante, un système en tension constante où la forêt se défait peu à peu, laissant place à des clairières, des savanes, des prairies et des corridors ouverts. À ses limites, où les ombres s'estompent et où la lumière s'intensifie, la vie change de règle. Ici, le son se propage différemment. Les odeurs se dissipent plus vite. L'horizon existe. Et lorsqu'un horizon se dessine, la survie devient une autre forme de négociation. Dans la jungle dense, le danger prend généralement la forme d'une embuscade. Dans la savane, il peut venir de loin, comme une ombre grandissante. Aux abords de la grande forêt, la terre s'ouvre sur un monde d'herbes, un paysage qui de loin pourrait paraître plus simple. Mais ce n'est qu'une illusion. Ces espaces ouverts constituent une machine écologique tout aussi complexe, façonnée par des géants, par les migrations, par l'eau et par la violence invisible du climat. Pendant des milliers d'années, l'un de ces géants a foulé ces terres comme si rien ne pouvait l'atteindre. Un animal aux dimensions presque absurdes comparées au reste de la faune. Un monstre pesant plus de 2 tonnes, conçu pour vivre la tête baissée, sa hauteur éclipsant le monde. Le rhinocéros blanc du Nord. Pour saisir toute la portée de cette présence, il faut l'imaginer en mouvement. Non pas comme un monstre légendaire, mais comme ce qu'elle était réellement, une architecte du paysage. Son corps était fait de muscles et d'os, mais sa fonction dépassait de loin sa masse. Elle possédait une large lèvre carrée, un outil parfaitement adapté à l'évolution. Ce n'était pas un animal qui cueillait les feuilles délicates comme d'autres herbivores plus sélectifs. C'était une faucheuse, un pur brouteur. Elle coupait de vastes étendues d'herbe avec une efficacité méthodique, jour après jour, saison après saison. Et ce faisant, il a sculpté la savane. Là où vivait autrefois un rhinocéros blanc du Nord, l'herbe ne poussait pas sans contrôle. Le paysage restait ouvert. Des touffes d'herbes rases devenaient des habitats pour d'autres espèces. Petits rongeurs, insectes, oiseaux qui dépendent des espaces ouverts pour se nourrir ou guetter les prédateurs. Même les schémas d'incendie, naturels et saisonniers, pouvaient varier car une prairie bien fauchée brûle différemment. Il est facile de considérer un rhinocéros comme un simple consommateur de plantes. En réalité, il était un régulateur du système. Leur vie était également paisible. Ils ne se déplaçaient pas en hordes bruyantes comme les mandrilles. Ce n'était pas une société exubérante. Les femelles et leurs petits pouvaient former de petits groupes, mais les mâles adultes étaient généralement solitaires, territoriaux, méthodiques. Ils marquaient leur territoire par des monticules de bouse, de véritables postes frontières, olfactifs. Ils y laissaient des informations, qui était passé, quand et dans quel état. Dans un monde où la vue n'est plus le sens dominant, l'odorat devient une carte, et sur cette carte, le rhinocéros était une présence constante. Sa vue n'était pas son point fort. Elle avait une mauvaise vision, un monde de formes floues. Mais son odorat était aigu, son ouïe fine. Ses oreilles en forme d'entonnoir pouvaient pivoter indépendamment pour capter les moindres sons, un bruissement, un pas, une respiration. Malgré son apparente fragilité sensorielle, sa taille en faisait un véritable réservoir biologique.
Rares étaient les prédateurs naturels capables d'affronter un adulte en bonne santé. La nature ose rarement se confronter à une telle masse. Mais le rhinocéros portait sa sentence sur son visage. 2 cornes, non pas de l'os mais de la kératine densément compactée. La même matière que nos ongles, multipliée jusqu'à devenir un symbole, un désir, une malédiction. En termes biologiques, une corne est un outil. En termes humains, elle est devenue une marchandise. Et lorsque des marchandises pénètrent dans l'écosystème, l'équilibre n'est plus naturel. Ces dernières décennies, l'instabilité politique, les conflits armés, la pauvreté structurelle et les réseaux criminels transnationaux ont transformé les frontières du Congo en un terrain de braconnage militarisé. Il ne s'agissait pas d'un chasseur isolé armé d'un vieux fusil, mais d'un système intelligent, organisé et bien équipé. En de nombreux endroits, la jungle et la savane étaient sillonnées de routes d'extraction illégales, de corridors où la loi était bafouée et où régnait la peur. Le rhinocéros blanc du Nord ne connaissait rien au marché noir, aux superstitions ni à l'argent. Il savait seulement que quelque chose le poursuivait. Et à Garamba, leur dernier bastion sauvage, cette traque s'est muée en une guerre inégale. Le parc, une étendue de prairies et de forêts ouvertes au nord-est de la République démocratique du Congo, a été pendant des années le dernier refuge d'une sous-espèce entière. Chaque rhinocéros abattu n'était pas qu'un cadavre perdu. C'était un avenir annulé. Les rhinocéros ne se reproduisent pas rapidement. Leurs cycles de vie sont lents. Leurs petits ont besoin de temps, de protection et de stabilité. Ce sont des animaux adaptés à un monde qui évolue lentement. Mais le monde n'a pas changé lentement. Tout a basculé d'un coup. Aujourd'hui, le rhinocéros blanc du Nord est fonctionnellement éteint à l'état sauvage. Ce n'est pas une exagération, c'est une dure réalité. Cela signifie que même s'il subsiste quelques individus, il n'existe plus de population viable capable de se maintenir dans son milieu naturel. Le paysage qu'ils avaient jadis façonné se retrouva sans architecte. Et le silence qu'ils laissent derrière eux n'a rien de poétique, c'est écologique. La disparition d'un méga-herbivore ne se traduit pas seulement par la perte d'un animal, mais aussi par la disparition d'un élément essentiel de l'écosystème. L'herbe peut pousser plus haut, les broussailles progresser, la structure de l'habitat se modifie, certaines espèces prospèrent tandis que d'autres périclitent. Les cycles d'incendie peuvent s'intensifier et les zones de pâturage se redistribuent. Il ne s'agit pas d'un simple vide, c'est une reconfiguration. Et lorsque le système se réorganise, d'autres tentent de combler le vide, non par ambition, mais par nécessité. Dans ces lisières de forêt, où l'herbe s'étend comme un tapis sous le soleil, subsiste une force terrestre qui se meut selon une logique inverse à celle du rhinocéros solitaire. Une force collective, une forteresse vivante, le bison de savane. Si le rhinocéros était un char d'assaut isolé, le buffle est un mur mobile. Un grand mâle peut peser près d'une tonne. Son corps est un bloc compact de muscles sombres. Son regard semble simple, mais sa présence est intimidante. Et son atout le plus redoutable couronne sa tête, les cornes. Chez les mâles adultes, les bases fusionnent pour former une tête, un bouclier osseux, continu, aussi dur qu'une armure. De ce casque naturel émergent 2 crochets incurvés, capables de soulever, de percer et de déchirer. Ce ne sont pas des décorations, ce sont des arguments. Le bison est aussi un herbivore. Il consomme de grandes quantités d'herbes, contribuant ainsi au maintien de la savane et empêchant les arbustes de l'envahir. Mais ce qui le définit, ce n'est pas seulement son alimentation, mais aussi son mode de vie. Il vit en meute, des effectifs qui transforment la biologie en stratégie militaire, des centaines, parfois des milliers d'individus. Une immense assemblée qui n'existe pas par idéalisme social, mais par instinct de survie. Parce que le bison a des prédateurs et la principale est impitoyable, le lion. Dans la savane, le lion est un fin stratège. Il est observateur et patient. Une seule erreur du buffle peut lui être fatale, mais lorsqu'il s'agit d'un troupeau, la donne change. Les veaux sont entourés d'adultes. Mâles et femelles forment un périmètre. Leurs cornes pointent vers l'extérieur. Le troupeau devient une forteresse circulaire. Si un lion tente de percer cette défense, il risque de mourir. Le plus impressionnant, c'est que les bisons ne se contentent pas de se défendre. Parfois, ils attaquent, ils chargent en groupe.
Une charge coordonnée de plusieurs tonnes de muscles peut écraser même un grand félin. Cette réputation n'est pas un mythe, c'est une conséquence de la vie collective. C'est pourquoi, aux confins du Congo, où l'eau et les pâturages dictent les itinéraires, voir un troupeau de buffles s'abreuver est comme voir une armée prendre position. Mais la savane n'est pas seulement terre, c'est aussi le ciel. Et là où paissent les troupeaux, des yeux observent d'en haut, car le Congo ne fonctionne pas uniquement par la force. Il fonctionne grâce à l'information. Et l'information voyage avec des créatures qui semblent fragiles, mais qui soutiennent intelligemment le système. Du haut des cimes des arbres qui bordent les clairières, une présence observe. Un sentinelle rayonnante, le perroquet gris du Congo. Au premier abord, le perroquet gris semble discret, plumage cendré, ton feutré, une silhouette qui se fond dans l'écorce et les ombres. Mais il y a une exception. Sa queue rouge, une tache écarlate qui rompt le camouflage comme un timbre. Leur société est également collective, d'immenses volées, composées de centaines, voire de milliers d'individus, transforment l'aube et le crépuscule en un vacarme assourdissant. Ils se déplacent ensemble des dortoirs communs vers les zones d'alimentation, non par chaos, mais grâce à une coordination sans faille. Au Congo, la cohésion est une arme. Mais ce qui fait du perroquet gris une pièce unique du puzzle, ce n'est pas son nombre, c'est dans la tête. Ses capacités cognitives sont extraordinaires compte tenu de sa taille. Il ne se contente pas de répéter des sons. Il les interprète, les associe, apprend des schémas, résout des problèmes et tisse des liens sociaux complexes. Et surtout, il exerce un pouvoir qui, dans un écosystème d'ombre, vaut son pesant d'or, imitation. Dans la nature, le mimétisme n'est pas un simple tour de passe-passe. C'est une question de survie. Un perroquet gris peut reproduire des cris d'alarme, imiter les sons d'autres animaux et manipuler les signaux auditifs pour modifier le comportement de son entourage. Dans une forêt où la vue est difficile, c'est le son qui décide. Un cri d'alarme peut dégager une clairière, il peut arrêter un troupeau, il peut avertir les primates, il peut révéler la présence d'un prédateur. Le perroquet gris n'est pas qu'un simple oiseau, c'est un système d'alerte. Son régime alimentaire révèle une autre facette du Congo, l'abondance de la canopée. Il se nourrit de graines et de fruits, notamment ceux des palmiers à huile, grâce à son bec crochu, qu'il utilise avec force et précision. Ses pattes, adaptées à la manipulation, lui permettent de se nourrir presque manuellement. On dirait des mains, et d'une certaine manière ils le sont. Mais, comme c'est souvent le cas dans cette histoire, l'intelligence peut aussi être une malédiction. Ce qui rend le perroquet gris d'Afrique fascinant pour l'écosystème le rend également désirable pour les humains. Sa capacité à imiter les sons, à créer des liens, à paraître amical, en a fait une cible du commerce illégal d'espèces sauvages. Une pression silencieuse, invisible d'en haut, mais qui vide la forêt de l'intérieur. Ainsi, dans cette deuxième partie, le Congo révèle une vérité dérangeante. L'équilibre n'est pas seulement rompu lorsqu'un prédateur tue sa proie ou lorsqu'une meute domine un territoire. Il est rompu lorsqu'une force extérieure modifie les règles. Le rhinocéros blanc du Nord était un architecte des savanes. Son absence laisse une cicatrice écologique. Le buffle symbolise la force de la résistance collective. Le perroquet gris d'Afrique, l'intelligence comme système d'information. Et aussi comme vulnérabilité au désir humain. Et ce n'est que la lisière de la forêt. Car si nous nous aventurons à nouveau au cœur du Congo, la jungle nous attend avec ses drames les plus complexes, le pouvoir politique des chimpanzés, les alliances invisibles, les tensions territoriales et le contraste brutal avec la diplomatie des bonobos. De plus, au cœur de la forêt, chaque mouvement d'une grande société déclenche des réactions en chaîne. Les singes fuient, les oiseaux crient, les prédateurs profitent du chaos. Le Congo est un échiquier, et chaque pièce déplace les autres. Le Congo n'est jamais complètement silencieux. Même lorsqu'elle semble endormie, même lorsque l'humidité étouffe les sons et que la lumière se mue en une épaisse pénombre, la forêt résonne de conversations invisibles. Des pas sur la litière de feuilles, des branches qui craquent, des appels qui voyagent comme des fils entre les troncs géants. Ici, la survie ne dépend pas uniquement de la force, elle dépend de la compréhension d'un paysage social complexe. Et nulle part au Congo, cette vérité n'est plus évidente que dans le monde des chimpanzés. Au nord du grand fleuve, où l'eau a séparé les destins pendant des millénaires, vit le chimpanzé oriental.
Nous partageons avec lui presque tout l'essentiel, os, expression, émotions fondamentales et même une part troublante de notre organisation corporelle. Observer un chimpanzé, ce n'est pas observer un autre animal. C'est comme se regarder dans un miroir qui ne vous met pas à l'aise. Leur société est un théâtre permanent. Il n'existe pas de groupe stable et soudé comme celui des gorilles de montagne. Les chimpanzés vivent selon un système de fission-fusion. Le groupe peut compter plus d'une centaine d'individus, mais on les voit rarement ensemble. Ils se fragmentent, ils se réunissent, ils se divisent à nouveau. D'un côté, les mères avec leurs petits, de l'autre, les jeunes mâles. Des patrouilles d'adultes circulent le long de frontières invisibles, tandis que des individus solitaires cherchent des fruits mûrs dans des recoins secrets. Le Congo les oblige à faire preuve de flexibilité. La hiérarchie est masculine, mais elle n'est pas simple. Le mâle alpha n'est pas seulement le plus imposant. C'est celui qui comprend le mieux les rouages de la forêt. La force brute est utile, certes, mais insuffisante. Il faut des alliés, des faveurs, une intimidation calculée et des démonstrations publiques de pouvoir. Le toilettage n'est pas synonyme de tendresse, c'est de la diplomatie. Deux mâles qui s'épouillent mutuellement scellent des pactes qui seront mis à l'épreuve lors de moments critiques. Ce lien de peau et de fourrure peut, des heures plus tard, se transformer en soutien lors d'un combat ou en appui lors d'une négociation pour de la nourriture. Car dans le monde du chimpanzé, la nourriture est une question politique. Le fruit mûr est synonyme de pouvoir. Celui qui contrôle un arbre chargé de fruits contrôle l'attention, les alliances et les opportunités de reproduction. Et lorsque les ressources se raréfient, la tension monte comme l'humidité avant l'orage. Le Congo ne donne rien. Il le prête pour un certain temps. La territorialité est farouche. Les mâles organisent des patrouilles qui couvrent les limites du territoire du groupe. Ils avancent silencieusement, à l'affût du moindre signe. Une odeur étrangère, un nid récent des restes de nourriture. S'ils trouvent des rivaux, la scène pourrait se transformer en une guerre miniature. Ce n'est pas un combat improvisé. C'est une stratégie. Certains distraient, d'autres encerclent, d'autres encore attaquent par derrière. La violence peut être mortelle. Chez les chimpanzés, la mort n'est pas un accident rare, c'est un outil politique. Il ne s'agit pas de cruauté humaine. Il s'agit d'une logique évolutionniste implacable. Éliminer un rival, c'est étendre son territoire, s'assurer plus de femelles et de ressources pour sa progéniture. La forêt ne juge pas les méthodes, seulement les résultats. Mais le chimpanzé n'est pas qu'un guerrier, il est également chasseur. Dans la canopée dense, où les colobes se déplacent avec agilité, les chimpanzés organisent des chasses coopératives. Certains rabattent les proies dans une direction, tandis que d'autres bloquent leur voie de fuite. Un dernier groupe attend en embuscade. Lorsque cette stratégie fonctionne, la jungle résonne de cris, et la viande est distribuée en fonction du rang. La chasse, outre le fait de fournir de la nourriture, est une forme de monnaie sociale. Partager un morceau de nourriture peut renforcer une alliance. Refuser de partager peut attiser l'inimitié. Chaque bouchée a une signification qui dépasse la simple faim. Et au milieu de tout cela, les chimpanzés utilisent des outils. Des tiges préparées pour la pêche aux termites, des pierres pour casser les noix, des éponges de feuilles pour boire. Ce n'est pas un simple instinct, c'est un savoir-faire ancestral. Une mère l'enseigne à ses enfants et cette technique se transmet de génération en génération. Au Congo, les renseignements laissent des traces. Cependant, au sud du fleuve, l'histoire prit une tournure différente. Là, au cœur des jungles profondes du rive gauche, vit le bonobo. Un cousin presque identique génétiquement, mais radicalement différent par son comportement. Là où le chimpanzé a bâti un monde de compétition entre mâles, le bonobo a construit une société dominée par les femelles. Le contraste est étonnant. Le bonobo se déplace dans la canopée avec une grâce quasi verticale. Ses longs membres lui permettent de parcourir les branches comme si la forêt était un escalier privé. Il se nourrit également de fruits, à l'instar du gorille des plaines, mais son régime alimentaire est plus varié. Feuilles, herbes et occasionnellement petits vertébrés. Il n'est pas un pacifiste absolu, mais sa façon de gérer les conflits est unique. Les femelles forment des alliances solides. Des coalitions de mères, de sœurs et de filles monopolisent les meilleures ressources alimentaires et établissent l'ordre social. Un mâle peut être plus imposant, mais sans le soutien des femelles, son rang social chute brutalement. La puissance ne provient pas des muscles,
elle naît du lien. En cas de tension, les bonobos ne recourent pas à la violence comme les chimpanzés. Ils utilisent tout un répertoire de comportements socio-sexuels pour apaiser les conflits, sceller les réconciliations ou s'échanger des faveurs. Ce n'est pas un scandale moral, c'est de la manipulation sociale. Il en résulte une communauté plus stable, où l'agression mortelle est rare et la coopération quotidienne la norme. Leurs voix, aiguës et presque rauques, s'entremêlent, une symphonie bien différente du rugissement profond du gorille. La forêt des bonobos résonne comme une conversation incessante, et cette conversation entretient une utopie fragile. Car leur monde dépend de l'abondance de la canopée, des arbres fruitiers qui nourrissent toute la communauté. Si cette abondance est perturbée, la diplomatie peut elle aussi s'effondrer. Le passage d'un groupe de bonobos provoque des remous dans la forêt. D'autres primates s'agitent, des oiseaux changent de branche et dans l'ombre, quelque chose d'autre écoute attentivement. Car même la société la plus pacifique n'est pas seule au Congo. Tandis que les chimpanzés et les bonobos proposent deux versions de la vie sociale, une autre force parcourt le territoire forestier, le mandrille. Une créature qui semble avoir émergé d'un rêve chromatique. Son visage est un standard biologique, des bleus électriques, des rouges flamboyants, des jaunes éclatants. Des couleurs qui clament haut et fort leur statut social sans avoir besoin de mots. Mais le mandrille ne domine pas par l'esthétique, dominé par la multitude. Les troupeaux de mandrilles comptent parmi les plus grands rassemblements de primates non humains de la planète. Des centaines d'individus avancent comme une marée, remuant la litière de feuilles à la recherche de racines, de tubercules, d'insectes et de fruits tombés. Ce sont des moissonneuses du sol, des balayeuses des richesses qui tombent de la canopée. Sa présence change tout. Impossible d'ignorer le bruit d'une meute, grognements, aboiements, cris stridents. En remuant le sol, ils font s'envoler les insectes, effraient les petits vertébrés et alertent les prédateurs et les concurrents. Le mandrille ne vit pas seulement dans cet écosystème, il le reconfigure à chaque étape. Leurs canines imposantes, plus longues que celles d'un léopard mâle dominant, ne sont pas destinées à la chasse, mais à la défense et à l'établissement de la hiérarchie. Les conflits internes peuvent être violents, mais leur véritable force réside dans la cohésion du groupe. Face à un prédateur, la horde est un mur. Face à la forêt, c'est une charrue vivante. Ainsi, au cœur du Congo, 3 modèles d'intelligence sociale coexistent. La politique masculine et belliqueuse du chimpanzé, la diplomatie matriarcale du bonobo, la meute disciplinée du mandrille. 3 voies différentes pour résoudre un même problème. Comment survivre dans l'ombre, la concurrence et la rareté. Mais aucune puissance n'existe dans le vide. Chaque mouvement de ces primates a des répercussions sur les autres habitants de la forêt. Les petits singes fuient les patrouilles de chimpanzés. Les oiseaux modifient leur trajectoire au passage des mandrilles. Les bonobos, en occupant la canopée, entrent indirectement en compétition avec les écureuils, les calaos et autres frugivores. Le Congo est un réseau tendu. Le simple fait de toucher un fil fait vibrer les autres. Tandis que ces sociétés complexes se déploient, un acteur silencieux rôde dans l'ombre. Un prédateur dont la vie est dictée par la patience et l'embuscade. Il n'a besoin ni de couleurs, ni de chiffres, ni de politique. Attendez, le Congo n'accorde pas de trêve. Sous l'architecture infinie de ces arbres, où les racines ressemblent à des colonnes et où l'air a une texture, chaque créature vit entourée de regards invisibles. Dans ce royaume d'ombre, l'intelligence sociale, la force du nombre et la diplomatie ne sont pas des garanties absolues. Il y a toujours quelque chose de plus. Quelque chose qui n'a besoin ni de foule, ni de couleur, ni d'alliance. Quelque chose qui maîtrise un autre langage, celui de l'attente. Dans les récits du Congo, les projecteurs sont souvent braqués sur les grands singes, les mandrilles bruyants, les buffles qui font trembler la terre. Mais il existe un acteur qui se fait rarement remarquer, qui ne clame pas sa présence, et pourtant, il influence chaque mouvement dans la forêt. Le léopard. Ce prédateur ne se dispute ni les fruits, ni les feuilles, ni les hiérarchies visibles. Il se dispute la viande et les opportunités. Son corps est conçu pour se déplacer comme une ombre liquide à travers la végétation. Des taches qui ne sont pas un ornement, mais un camouflage fractal, brouillant sa silhouette dans la lumière filtrée. Pour le léopard, le Congo est un jeu d'embuscade.
Contrairement aux lions de la savane qui chassent en meute et misent sur la force collective, le léopard est un solitaire par excellence. Chaque succès comme chaque échec lui appartient. Sa stratégie repose sur une approche furtive, l'évaluation précise des distances et le lancement d'une attaque fulgurante qui ne dure que quelques secondes. La jungle lui appartient car il sait l'écouter. Les grands singes sont conscients de son existence même s'ils ne le voient presque jamais. Un bonobo se déplaçant dans la canopée, un chimpanzé patrouillant au sol, un jeune gorille s'éloignant du groupe, tous portent en eux le souvenir ancestral du danger que représente le félin. Un craquement incongru, une odeur étrange dans la brise, un silence trop parfait. Au Congo, la peur prend la forme de taches. Le léopard ne tue pas sans discernement, il évalue les risques, il privilégie les proies faciles à gérer, antilopes de forêt, petits primates, jeunes animaux sans méfiance. Il s'attaque rarement à un gorille adulte en bonne santé ou à une troupe de mandrilles en plein jour. Mais la forêt n'est pas toujours juste. La nuit change les règles. Quand l'obscurité enveloppe le sol et que les bruits s'intensifient, le léopard prend l'avantage. Ses yeux détectent la moindre lueur. Ses vibrisses perçoivent les vibrations de l'air et ses pattes rembourrées effacent presque toute trace. Un chimpanzé qui se retrouve séparé du groupe au crépuscule risque de ne pas revenir. Un bébé gorille trop curieux peut disparaître sans témoin. Et pourtant, les grands singes ne sont pas des victimes passives. Les chimpanzés réagissent par une vigilance collective. Leur patrouille ne se contente pas de rechercher les rivaux de leur espèce, mais détectent également les prédateurs. Un cri d'alarme peut mobiliser tout un sous-groupe en quelques secondes. Les bonobos, perchés dans la canopée, utilisent leur réseau de communication pour s'avertir mutuellement. Le Congo est un dialogue permanent entre chasseurs et chassés. Les mandrilles, avec leur nombre impressionnant, représentent un autre défi pour le léopard. Attaquer un individu isolé est envisageable. Affronter la meute est presque suicidaire. Leurs cris collectifs peuvent attirer une attention indésirable, même de la part des humains. Le prédateur apprend à choisir, mais le léopard n'est pas la seule menace. Dans les rivières et les marais du Congo vit un autre seigneur ancestral, un prédateur appartenant à une ère bien plus reculée que celle des primates. Le crocodile du Nil. Là où la forêt rencontre l'eau, le danger prend une autre dimension. Les gorilles des plaines visitant les clairières inondées, les chimpanzés traversant les cours d'eau, les buffles descendant s'abreuver, tous pénètrent sur un territoire où la patience se mesure en heures d'immobilité. Le crocodile est un fossile vivant doté d'une stratégie moderne. Il flotte comme une bûche, respire comme une bulle, observe de ses yeux qui effleurent à peine la surface. Il n'a pas besoin de chasser. Il attend que la nécessité amène sa proie à lui. Un faux pas. Une gorgée trop confiante. Un moment d'inattention. L'eau devient un piège. Même les géants respectent cette frontière liquide. Les buffles s'abreuvent en groupe attentifs à la moindre ondulation. Les gorilles évitent les eaux profondes. Les chimpanzés cherchent des passages sûrs parmi les racines. Le Congo nous apprend à nous méfier de ce qui est immobile. Cependant, le prédateur le plus persistant ne possède ni griffes ni dents visibles. C'est l'environnement lui-même. Des tempêtes qui inondent des territoires, des sécheresses qui dépouillent les arbres fruitiers, des maladies qui se propagent avec l'humidité, des parasites qui affaiblissent les jeunes. La jungle est généreuse, mais aussi impitoyable. Chaque saison redéfinit les règles. Lorsque les fruits se font rares, les chimpanzés deviennent plus agressifs. Lorsque les clairières sont inondées, les gorilles doivent se déplacer plus loin. Lorsque les insectes prolifèrent, les oiseaux modifient leur route migratoire et les primates perdent des alliés discrets. Tout est lié. Et dans ce réseau fragile, l'ombre humaine réapparaît. Des sentiers forestiers qui fragmentent les territoires. Une exploitation minière qui pollue les rivières. Une chasse qui détruit les hiérarchies sociales. Le léopard peut tuer des individus, mais les humains peuvent détruire des systèmes entiers. Les grands singes le perçoivent même s'ils ne le comprennent pas. Une forêt exploitée perturbe leur voie d'alimentation. Un campement humain effraie les proies et attire les chiens. Les pièges ne font pas de distinction entre les espèces. Les services de renseignement du Congo sont confrontés à un nouveau problème, un prédateur qui ne respecte pas les règles écologiques. Et pourtant, la vie continue. Dans des clairières isolées, un mâle à dos argenté continue de se frapper la poitrine pour rassembler sa famille.
Dans la canopée, les femelles bonobos continuent de nouer des alliances. Au sol, les mandrilles avancent comme un fleuve de couleurs. Le Congo ne se rend pas facilement. Mais chaque rencontre avec le prédateur invisible, qu'il s'agisse du léopard, du crocodile ou de l'homme, nous rappelle une vérité dérangeante. Aucun pouvoir n'est absolu. Ni la force du gorille, ni la ruse du chimpanzé, ni la diplomatie du bonobo ne garantissent une sécurité éternelle. La jungle a toujours un prix. Notre voyage approche de son dernier chapitre. Nous avons vu des empires d'arbres, des sociétés complexes, des géants façonnant les paysages et des prédateurs rôdant en silence. Ce qui reste à comprendre, c'est ce que tout cela signifie pour l'avenir du bassin du Congo et pour le nôtre. Car cette forêt n'est pas seulement un lieu lointain, c'est un miroir de la planète. Le Congo n'est pas qu'un territoire dessiné sur des cartes, c'est un système vivant et dynamique. Chaque matin, tandis que la brume s'élève au-dessus de la canopée et que le soleil commence à filtrer sa lumière en colonnes dorées, des millions de feuilles libèrent dans l'air l'oxygène indispensable à la vie sur des continents lointains. Cette forêt n'est pas une simple spectatrice de la planète. Elle est l'un de ses organes vitaux. Un poumon vert qui œuvre sans relâche depuis bien avant l'apparition des premières villes humaines. Ici, le temps ne se mesure pas en années, mais en ères. Au cours de notre voyage, nous avons constaté que l'intelligence se manifeste sous de nombreuses formes. L'esprit politique du chimpanzé, capable de fomenter des alliances et des trahisons. La diplomatie du bonobo, qui privilégie le contact et l'affection à la guerre. L'autorité tranquille du gorille, qui gouverne sans recourir à la violence. La force collective du mandrille, un fleuve de corps qui avance comme un seul être. Mais il nous faut désormais regarder au-delà des individus. Nous devons nous pencher sur le sort de l'équipe. Le bassin du Congo abrite plus de 10 000 espèces végétales, 1000 espèces d'oiseaux et des centaines d'espèces de mammifères uniques. C'est une mosaïque biologique qui a mis des millions d'années à se former. Chaque arbre abattu, chaque rivière polluée rompt un fil de cette tapisserie. Et un réseau comportant trop de fils défaillants finit par s'effondrer. La forêt régule les précipitations en Afrique centrale. Les vents traversant l'Atlantique y accumulent leur humidité. Sans ce système, les sécheresses progresseraient vers le Sahel, les températures deviendraient plus extrêmes et les cycles agricoles de millions de personnes seraient perturbés. Le Congo n'est pas un décor de théâtre, c'est un moteur climatique. Cependant, ce moteur n'avait jamais auparavant subi une telle pression simultanément. L'exploitation forestière industrielle laisse des cicatrices nettes là où prospérait autrefois une vie foisonnante. Des routes divisent des territoires que les gorilles ont mis des générations à apprendre à explorer. L'exploitation minière perturbe des sols qui ont stocké du carbone depuis la dernière période glaciaire. Et dans les marges de ces blessures, la chasse trouve des chemins faciles. Pour les chimpanzés, une forêt fragmentée est un piège psychologique. Leur société repose sur la distance et le mouvement. Lorsque les ressources s'amenuisent, les tensions s'exacerbent et les conflits internes se multiplient. Ce qui relevait autrefois de la politique se transforme en une lutte acharnée pour la survie. Les bonobos, plus paisibles, souffrent différemment. Leur monde repose sur l'abondance partagée. Lorsque les fruits disparaissent, leur structure sociale s'effrite. Les femelles perdent leur capacité de médiation et l'équilibre ancestral se rompt. Les gorilles, malgré leur force apparente, sont tout aussi fragiles. Une simple grippe humaine peut décimer un groupe entier comme un feu invisible. Les pièges destinés aux antilopes ne font pas de distinction entre les espèces et prennent au piège des mains qui n'ont jamais appris à se méfier du métal. Chaque rencontre avec notre civilisation est une roulette russe évolutive. Le perroquet gris du Congo est confronté à un cruel paradoxe. Son intelligence hors du commun, aiguisée pour décrypter la jungle, en a fait un trophée vivant. Sur des marchés lointains, on paie pour sa capacité à imiter les voix humaines, tandis que dans son habitat naturel, la forêt perd son meilleur gardien. Une canopée sans perroquet gris d'Afrique est une canopée plus vulnérable. Même les prédateurs perçoivent le changement. Le léopard, maître de la furtivité, trouve moins de proies sauvages et davantage de bétail domestique. Le crocodile partage les rivières avec les pêcheurs qui ne craignent plus les esprits ancestraux. L'équilibre entre chasseurs et proies bascule vers un nouveau chaos. La jungle apprend à vivre avec un intrus imprévisible, nous.
Mais réduire le Congo à un récit de perte reviendrait à trahir sa véritable nature. Cette forêt sait aussi guérir. Dans des réserves bien protégées, les gorilles de montagne ont prouvé que le déclin n'est pas une fatalité. Dans certaines régions, les populations se reconstituent grâce à la sécurité. Les chimpanzés apprennent à utiliser les corridors restaurés. Les bonobos recolonisent les zones dont la guerre les avait chassés. La vie, livrée à elle-même, reprend son cours. Les communautés locales jouent un rôle crucial. Pour de nombreux peuples du Congo, la forêt n'est pas une ressource, c'est un membre de la famille. Leur langue recèle des noms de plantes que la science commence à peine à décrire. Leurs mythes évoquent les singes comme d'anciens voisins et non comme des marchandises. Sans eux, toute négociation n'est qu'un château de cartes. Des projets voient le jour où d'anciens chasseurs deviennent des gardiens, où l'écotourisme finance des écoles, où les enfants apprennent qu'un gorille vivant vaut plus que n'importe quel trophée mort. Ce n'est pas du romantisme, c'est l'économie de l'avenir. Imaginons un avenir différent. Un Congo où les routes sont conçues en tenant compte des corridors écologiques, où l'exploitation minière répare ce qu'elle touche, où le commerce d'animaux de compagnie n'est plus qu'un souvenir honteux, où des scientifiques travaillent aux côtés de chamans et de gardes forestiers. Cet avenir n'est pas une utopie, c'est un choix. Les grands singes ignorent que leur sort est débattu dans des bureaux lointains. Ils perpétuent leurs rituels ancestraux. Le mâle dominant construit son nid de feuilles, la femelle bonobo réconcilie deux rivaux, le chimpanzé apprend à son petit à casser une noix avec une pierre, des actes simples qui soutiennent des mondes complexes. Le Congo nous rappelle une vérité dérangeante. L'intelligence n'est pas l'apanage de l'espèce humaine. Il existe d'autres façons de penser, d'organiser la vie, de résoudre les conflits. Les perdre appauvrirait le champ des possibles. Chaque singe disparu est une bibliothèque incendiée. Elle nous enseigne aussi l'humilité. Cette forêt a survécu aux glaciations, aux changements de cours d'eau et à la dérive des continents. Elle peut nous survivre. La question n'est pas de savoir si le Congo aura un avenir, mais si nous en aurons un avec lui. À la tombée du jour, lorsque le soleil disparaît derrière un mur de nuages violets, la forêt entière semble expirer. Les perroquets gris d'Afrique regagnent leur perchoir, les bonobos s'appellent du haut de la canopée et les gorilles se réfugient dans les cimes des arbres. La jungle parle plusieurs langues à la fois. Notre voyage s'achève, mais l'histoire continue. Cela continuera tant qu'il y aura un fleuve qui sépare les mondes, tant qu'un mandril traversera la clairière tel un drapeau vivant, tant qu'un léopard apposera sa signature dans la boue, tant qu'un enfant congolais apprendra le nom d'un arbre. Si ces mots vous ont fait ressentir le pouls du Congo, aidez-nous à le faire entendre à d'autres. Aimez ce documentaire, abonnez-vous pour suivre nos prochaines expéditions et partagez ce voyage avec celles et ceux qui croient encore en un avenir sauvage pour la Terre. Car protéger le Congo, ce n'est pas sauver un paysage lointain, c'est défendre la mémoire vivante de la planète et, d'une certaine manière, nous défendre.